Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs d'Al-Bayan, recevez la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce numéro 4 de Point Hebdo, votre magazine d'information et de débat sur la télévision Al-Bayan. Aujourd'hui, 3 sujets à l'ordre du jour. L'Arabie Saoudite qui annonce un retour à la normale avant la crise sanitaire, fini les restrictions pour le voyage en Terre Sainte. Deuxième sujet, le procès de l'attentat de Grand Bassam, que peut-on retenir? Et enfin, le troisième sujet, après la Côte d'Ivoire, le Sénégal endeuillé par un accident de route le week-end dernier. Comment diminuer le taux de morbidité sur nos routes en Afrique? Mesdames et messieurs, je ne serai pas seul, je serai avec de nouveaux visages avec nous, notamment deux personnalités. À ma gauche, Maître Amadou Kamara, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Merci d'être parmi nos consultants pour décortiquer ensemble l'actualité communautaire, nationale et internationale. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Et nous avons l'opportunité d'avoir Maître pour évoquer notamment l'attentat de Grand Bassam parce qu'il était parmi les avocats de la partie civile. Eladjo Sendou Bakayoko, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes enseignant en communication et surtout vous êtes le responsable du département communication du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques et vous êtes le professeur de Koïta Makalou. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci encore d'accepter d'être avec nous pour apprendre auprès de vous et édifier nos téléspectateurs. Ben, je le considère comme un honneur d'être là déjà. Inch'Allah. Et merci également pour ses compliments. Inch'Allah. Depuis 4 semaines, nous sommes avec lui. C'est notre éditorialiste, c'est Eladjo Sermé Lassina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensemble, on va décortiquer ces 3 sujets qui ont un impact direct sur la communauté, sur les Ivoiriens et sur toute la population internationale. C'est avec beaucoup de plaisir. Avec vous, on va suivre le premier élément. Il s'agit de l'Arabie Saoudite. Comme vous le savez, une forte délégation ivoirienne conduite par le ministre Vangondo a séjourné cette semaine en Terre Sainte où cette délégation a pris part à une importante rencontre internationale sur l'organisation du Hajj 2023. Mais avant, on va suivre ce reportage élément signé Kanate Kassoum. C'est un ouf de soulagement pour la communauté musulmane. Les mesures de restriction liées à l'organisation du Hajj en raison de la Covid-19 ont été levées par les autorités saoudiennes. Fortement impactée par cette pandémie mondiale, l'organisation des éditions précédentes s'est estompée pendant 2 années avant d'accueillir l'an dernier 1 million de pèlerins étrangers. Une nouvelle qui réjouit les opérateurs du Hajj. Il faut dire que cette année, l'Arabie Saoudite a décidé de lever toutes les barrières liées à la pandémie à coronavirus. Les barrières d'âge ont été levées et donc les barrières de quota aussi. Il faut dire que le quota avait été réduit compte tenu de la pandémie à coronavirus. Cette année, c'est vraiment un ouf de soulagement pour nous. Nous sommes contents, on va dire. Nos parents qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à cause de ces restrictions-là pourront partir. Ceux qui ont été aussi bloqués par la limitation de quotas pourront effectivement partir cette année. Alhamdulillah, c'est vraiment un ouf de soulagement pour nous et pour toute la communauté musulmane. Nous remercions les autorités saoudiennes et puis nous remercions aussi nos autorités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse du Hajj 2023 une réussite. Avec la levée des restrictions liées à l'âge, du rétablissement du quota normal à tous les pays, nous pensons en tant qu'organisateurs du Hajj que cela est un événement heureux pour toute personne prenant partie dans l'organisation du Hajj en Côte d'Ivoire ou par ailleurs. Annulation de la limite d'âge, retour au quota normal de pèlerins, facilitation de l'obtention du visa, tout un ensemble de mesures au grand bonheur des fidèles. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle, Ça va permettre à plusieurs personnes d'effectuer le Hajj et ceux qui avaient retardé leur Hajj depuis l'année 2020-2021 pourront participer cette année. C'est une bonne nouvelle. C'est très bien que l'Arabie Saoudite ait levé les restrictions, les limites d'âge par rapport au pèlerinage, afin de permettre à tout musulman d'effectuer ce rituel qui est aussi impératif et nécessaire pour le musulman. Pour rappel, le Hajj aura lieu dans le mois de juin 2023.
Voilà, retour sur ce plateau pour dire également que Nourdine Oyoole, qui est en déplacement du côté du Nigeria pour des raisons familiales, va intervenir en léger différé. Alors, c'est une bonne nouvelle. Vous avez entendu les musulmans et les musulmanes sur le Hajj 2023 où beaucoup de choses, de bonnes choses ont été dites de la part de l'Arabie Saoudite. Bon, c'est clair que cette annonce était attendue et était un élément de satisfaction déjà. Parce que nous tous, on connaît l'importance du Hajj dans la vie des musulmans, le 5e pilier. On sait aussi que depuis, en raison de la pandémie, beaucoup de musulmans qui avaient les moyens, qui étaient même inscrits par moment, n'ont pu effectuer le Hajj. Et donc cette annonce, bien comme j'allais dire une bouffée d'oxygène, qui donne l'espoir que, Inch'Allah, 2023, le Hajj sera conforme à ce que nous avons connu par le passé, c'est-à-dire sans restriction. Je voudrais quand même rappeler qu'on est dans un process. Il y a eu quelques semaines le bilan du Hajj, avec tous les acteurs du Hajj. Aujourd'hui, le ministre est parti avec une forte délégation qui comprenait naturellement les responsables du commissariat du Hajj et de la direction générale des cultes. Avec cette annonce-là, je pense que ça nous met nous tous dans l'orbite par rapport à un Hajj 2023 mieux organisé. Et voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Alors justement, on va suivre cet élément du ministre Vagando qui a prié hier ici à la grande mosquée de la Riviera Gold. Nous lui avons entendu dans le micro concernant le quota, le futur quota de la délégation ivoirienne. On l'écoute. Cette année, nous, grâce en tout cas à la bonne compréhension de l'Arabie Saoudite, déjà nous avons réussi à avoir 10 000 places pour les pèlerins ivoiriens de cette année. Mais au cours de notre mission, nous avons souhaité que ces quotas soient augmentés dans la mesure du possible. Et une promesse nous a été faite d'examiner cette requête avec beaucoup d'attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité de l'organisation du pèlerinage par la Côte d'Ivoire a valu à notre pays d'être sélectionné parmi les rares pays que l'Arabie Saoudite a sélectionné, comme je l'ai dit, dans le cadre du programme qu'ils ont appelé la route de la Mecque. Il s'agit d'accorder un certain nombre de facilités à ces pays-là pour que les pèlerins puissent faire leur pèlerinage, en tout cas dans les meilleures conditions. C'est une très grande avancée que nous devons au leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara. Alors, Sermé, c'est une bonne nouvelle. De 10 000, on peut aller à plus pour que ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de voir la Terre Sainte, ils ont cette chance-là de partir cette année. Évidemment, on ne peut que saluer cette nouvelle, cette décision, parce que ça permettra à ce quota qui est resté jusque-là de se rattraper. Le fait d'augmenter le nombre, si on réussit effectivement à avoir un quota un peu au-delà de 10 000, ça nous permettra de faire un petit rattrapage par rapport aux 2 années que nous avons connues avec un faible taux de participation lié donc à la pandémie de la Covid-19. Donc c'est une bonne nouvelle, somme toute, et donc il reste maintenant à mettre en place une bonne organisation pour que la Côte d'Ivoire, qui a atteint un niveau très satisfaisant d'organisation, le ministre l'a souligné, si aujourd'hui l'Arabie Saoudite ne fait pas de difficultés pour accéder aux doléances et aux sollicitations de la Côte d'Ivoire, c'est parce que ce pays s'est illustré de la meilleure des manières en matière d'organisation du Hajj, donc c'est à saluer. Donc il faut améliorer encore ce qui est amélioré pour que cette satisfaction puisse être toujours maintenue au niveau de l'Arabie Saoudite. Maître Amadou Camara, que pensez-vous de ce que le ministre a dit concernant les 10 000 et plus? Et surtout, on est logé dans le strict, bon, on va dire, les pays, les meilleurs pays en matière d'organisation. D'accord, je vous remercie. C'est une bonne nouvelle de façon globale qu'on puisse revenir au moins au quota antérieur que nous avions, qui n'était d'ailleurs pas suffisant. Vous avez eu le temps de vous rendre compte. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que ce nombre de pèlerins est divisé entre l'organisation accompagnée par l'État et les organisateurs privés. Et donc, nécessairement, chaque année, dès que ceux qui sont pris en charge par l'État finissent, aussitôt les organisateurs privés également arrivent à faire ce qu'il faut. Ce quota sera divisé, bien sûr, entre... En tout cas, c'est la tradition. Entre les organisateurs privés et puis le commissariat du Hajj au titre de l'organisation étatique.
Et donc, le fait qu'on puisse revenir au quota hanté est une bonne chose. Ça permettra d'absorber, dans un premier temps, tous les pèlerins qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage, en tout cas les candidats pèlerins qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage, et également d'ouvrir la porte à de nouvelles inscriptions, puisque depuis 2 ans, il n'y a pas eu de nouvelles inscriptions, mais il reste quand même un solde résiduel qui n'a pas été pris en compte lors de la dernière édition, soit pour des raisons de quotas, soit pour des raisons de santé. Donc le fait de lever tout ça, cette fois-ci, vraiment est une très bonne chose. Maintenant, au-delà, moi, ce que je voudrais recommander, donc, parce que c'est une façon de pouvoir faire des recommandations, au-delà, nos parents qui veulent que leurs parents aillent à la Mecque, mais de façon globale, même si ce n'est pas par rapport à ce quota seulement, il faut faire en sorte de les faire partir plus tôt, de faire en sorte qu'ils aillent plus en forme. Je le dis parce qu'on a la tradition chez nous d'aller à la Mecque très tard. C'est très physique. C'est très, très, très physique. Donc le conseil que nous donnons, si vraiment les enfants qui contribuent, qui font en sorte de pouvoir offrir ce voyage-là à leurs parents, de le faire le plus tôt possible. À titre d'expérience, cette année où nous avons eu l'honneur et le privilège de conduire la délégation initial, qu'on appelle couramment le vol précurseur du Hajj. Et je vous dis que cette année, nous n'avons pas connu un seul décès à la Mecque, parmi les pèlerins. C'est de la volonté d'Allah de nous faire grâce de cela. Mais le fait qu'il y ait des mesures strictes en termes de santé, d'un certain nombre de choses, a peut-être conduit à ça. Donc, c'est une voie qu'il faut explorer, c'est une voie de réflexion pour dire, écoutez, quand on a serré, quand on a réduit l'âge, on s'est rendu compte que les choses se sont plus ou moins passées d'une certaine façon. Essayons de voir, demandons à nos parents de plus en plus de ne pas attendre que les gens aient 80 ans, 90 ans pour penser à les faire partir à la Mecque, de vraiment se préparer plus tôt, parce que plus jeune on va, plus on en forme, mieux c'est. Inch'Allah, mais en tout cas, les autorités saoudiennes ont sauté le verrou. Tout à fait. Notamment au niveau sanitaire. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ils vont faire beaucoup de recherches pour voir ceux qui sont viables physiquement pourront faire le Hajj. Mais que pensez-vous des 5 ans avant d'avoir Nourdine Oyoulé depuis les 5 ans? Il faut maintenant attendre 5 ans pour faire le Hajj. Bakayoko. Quelqu'un qui a fait le Hajj cette année en 2023 doit attendre en 2028. Bon, je pense que s'ils sont arrivés à prendre cette mesure-là, c'est à leur corps défendant. La demande est forte, la population mondiale croît, et naturellement, les capacités d'accueil ne sont pas à mesure d'accueillir tout le monde. On est même d'abord, avant d'arriver à cette mesure de 5 ans, on arrive à la mesure de quota. C'est bien parce que justement, la mesure de quota est une mesure restrictive pour limiter le nombre de partants. Et je pense qu'ils sont souverains sur les décisions. Nous, on aurait souhaité que ce soit autrement. Mais ils sont souverains dans les décisions. Il faut le respecter. Je pense qu'ils connaissent des contraintes organisationnelles. Alors, dans d'autres pays, c'est le cas également, hein? Attendre 7 ans, 10 ans avant. Oui, honnêtement, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il a dit, la demande est forte. On sait dans certains pays tels que l'Indonésie, à la limite, c'est certains concours qu'on passe pour aller au Hajj parce que la population majoritairement musulmane, et c'est très compliqué pour avoir donc... le premier pays le plus peuplé en termes de nombre de musulmans. Exactement. Et donc, quand on se réfère donc aux prescriptions même divines, etc., ce qui est l'obligation, c'est de faire le Hajj une seule fois. Donc, une fois, bon, j'ai fait le Hajj, le reste, ça devient surrogatoire. Et donc, on donne la possibilité à ceux qui n'ont pas pu faire le Hajj une seule fois dans leur vie de pouvoir le faire. Donc, en mettant donc un écart d'au moins 5 ans, on peut même aller à 10 ans pour permettre à la majorité, justement, de pouvoir effectuer ce Hajj. Donc, pour moi, c'est vraiment une bonne chose, c'est une mesure salutaire. Inch'Allah, le défi, je pense que c'est l'organisation en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans la transparence, pour que ceux et celles qui n'ont pas pu effectuer le Hajj d'y aller cette année. Mais avant, on va écouter la réaction de Nourdine Oyoulé, enregistrée il y a quelques heures depuis Lagos. Je pense que sur le point du Hajj, il faut saluer cette mesure, une mesure qui traduit tout le travail fait en amont par les autorités saoudiennes afin de permettre à tous les pèlerins de pouvoir faire le Hajj et donc rendre grâce à Dieu
qui a permis que cette volonté des responsables saoudiens ait pu aujourd'hui aboutir. Le deuxième point, c'est surtout à notre niveau. Nous pensons que nous revenons à la normalité. Et sur ce point-là, nous avons les arguments à faire valoir parce que la Côte d'Ivoire a une expérience aujourd'hui reconnue dans le cadre de l'organisation du Hajj. C'est de faire en sorte que tout le dispositif dont nous avons l'expérience, dont notre connaissance en la matière, puisse être mise en œuvre pour que véritablement le Hajj soit organisé dans les normes. Troisièmement, c'est, on va dire, faire en sorte que la priorité soit donnée à ceux qui n'ont pas pu effectuer le Hajj des années précédentes, et surtout l'année passée, et pour que ce chiffre-là soit complété par ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, afin que justice soit rendue à ceux qui n'ont pas pu effectuer le Hajj. En tout cas, dans l'ensemble, il faut rendre grâce à Dieu, saluer cette mesure-là et faire en sorte que nous ayons la pleine conscience de pouvoir satisfaire nos pèlerins et de profiter de tous les atouts dont nous disposons pour que l'État puisse nous accompagner dans les normes. En tout cas, mais ce que nous allons dire, c'est que de plus en plus, beaucoup de candidats se présentent pour le Hajj. Il faut que le commissariat au Hajj, la direction générale des cultes, puisse commencer à anticiper sur ce que les autres pays font. On n'a pas besoin d'attendre la veille du Hajj pour s'inscrire. Il faut avoir une structure permanente qui permette de s'inscrire à tout moment de l'année et de projeter les gens pour les années à venir. C'est-à-dire, il y en a qui sont prévus pour dans 1 an, dans 2, ainsi de suite, par rapport à votre ordre d'inscription. Je pense que tout cela permettra de planifier et d'éviter le stress de dernière minute que nous observons. Donc, en tout cas, dans ce cadre-là, l'État doit anticiper. Les personnes en charge, les structures responsables en charge du Hajj doivent anticiper pour voir cette option de permettre aux gens de s'inscrire tout au long de l'année sans stress et d'être programmés pour dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ainsi de suite. Que Dieu facilite, Inch'Allah. Alors, le défi maintenant, c'est comment réussir 2023 ? Comment faire pour éviter certaines erreurs, parce que l'erreur est humaine. Et puis surtout, comment faire pour que le pèlerin, parce que les choses ont changé. 2 ans, on était à moins, on a 10 000 et plus. Il faut revoir le management global, l'organisation globale. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler en amont pour qu'on réussisse cette année. Proposition. Je pense que les choses sont simples de mon point de vue. Vous avez affaire à une équipe qui a déjà l'expérience de 10 000 pèlerins, de l'organisation avec 10 000 pèlerins. Donc, en réalité, la réduction qui a été faite les a obligés à se réajuster, mais ils ont l'expérience pour avoir organisé plusieurs fois le Hajj avec 10 000, 8 000, 9 000. Je veux dire, de ce point de vue, de mon point de vue, il n'y a pas à s'inquiéter. Ils ont l'expérience en la matière. Et bien entendu, le parcours du pèlerin est un processus qui part depuis les vaccins, les contrôles médicaux, etc. Le problème ne se pose pas nécessairement au niveau du fait que vous soyez atteint d'une pathologie chronique, mais c'est si cette pathologie est connue à l'avance, c'est comment la commission médicale met en place le mécanisme qui permet de vous accompagner pour que vous soyez le moins dépendant possible au cours du pèlerinage. Donc, moi, à titre personnel, je ne suis pas inquiet dans la mesure où les ressources humaines, l'expérience pour l'organisation du Hajj avec 10 000 personnes, cette expérience-là est connue. Mais je voulais revenir rapidement sur la notion de 5 ans. Pour moi, je m'inscrirai peut-être pas à contre-courant, mais dans un courant modéré relativement à cela, parce que j'estime que toutes ces situations doivent être traitées au cas par cas, pays par pays. Il est évident qu'il y a certains pays qui n'ont pas le taux de musulmans que nous avons. Nous-mêmes n'avons pas le taux de musulmans que le Maroc ou la Libye, etc. Non seulement nos populations ne sont pas les mêmes, etc. Donc pour moi, c'est des choses qui doivent être traitées au cas par cas. Prendre une décision qui impose cela à tous est nécessairement peut être à un moment donné contre-productif si
les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi. Donc, si la Côte d'Ivoire est cooptée parmi ces pays-là, ce que je comprendrais au regard donc de l'affluence qu'il y a chez nous en lien avec notre quota, mais je dis que de façon globale, sous réserve de savoir qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement relativement à ces 5 ans-là, il faut traiter au cas par cas. Et dernier point, avant que je... Voilà, par rapport à ce que Noureddine disait tout à l'heure, sur certains points, je ne suis pas d'accord. C'est difficile, c'est-à-dire que pour moi, mettre en place un mécanisme qui permettrait d'arriver de permettre de faire en sorte que dans 1 an ou 2 ans, la personne puisse effectuer effectivement le pèlerinage. Pour moi, il y a des questions préjudicielles à traiter. Quelles sont ces questions? C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, on est allé jusqu'à la mise en place d'un plan épargne-logement, un plan épargne-pèlerinage, pardon, un plan épargne-pèlerinage. Je vais dire, il y a des questions préjudicielles à traiter. En ce moment-là, qui a compétence pour réserver ces fonds? Est-ce que c'est seulement les organisateurs privés? Est-ce que les organisateurs étatiques peuvent faire cela? Comment est-ce qu'on traite le cas de la personne qui est bien portante au moment où donc elle fait son inscription à N-3 et au moment donc du départ, soit elle n'est plus, soit son état physique a changé, etc. Pour moi, il y a des questions préjudicielles à traiter, mais c'est une bonne idée. Je dis simplement qu'en l'état, il ne peut pas être mis en exécution. Sermé. Oui, je partage en partie cette proposition de El Hadj Noureddine. Et en même temps qu'il faut planifier, comme elle a dit, mais je pense que c'est une option à prendre en compte. On a vu par exemple ici, je ne compare pas forcément, mais dans le programme des logements sociaux, on a créé par exemple des contre-séquestres, etc., pour permettre que les uns et les autres puissent épargner. Et surtout, quand c'est dans la caisse de l'État, il y a un peu plus de garantie. L'État étant plus fort à tout moment, on peut faire face à la réclamation donc, du concernant, de la concernée, et qui, pour une raison ou une autre, ne peut plus effectuer le Hajj, comme El Hadj Ahmed Kamara l'a indiqué tout à l'heure, pour des raisons de santé, d'âge, etc. Tout ça. Donc je pense que c'est une bonne proposition. Il faut y arriver, il faut faire cette planification. Mais en même temps, je crains un peu pour la gestion. On a vu l'année dernière comment les choses sont passées. Il faut mettre en place en même temps une grosse organisation interdépendante pour l'organisation du Hajj, comme l'a demandé le chèque, notre défunt chèque Abaka Fofana, qui est le bureau du Hajj et de la Oumra. On va y revenir, Inch'Allah, si la communauté accepte, parce qu'il faut faire ça de façon collégiale, etc. Mais on va suivre un élément du ministre Vagondo et prendre El Hadj Sendou avant de passer au deuxième sujet. Ministre Vagondo. Cette mission nous a aussi donné l'occasion d'échanger avec tous les partenaires de la Côte d'Ivoire. Celui qui est chargé de l'hébergement des pèlerins, celui qui est chargé de leur transport, celui qui est chargé de leur alimentation. Et toutes les petites mains grâce auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala donne l'occasion à chaque pèlerin ivoirien d'accomplir ce pilier sacré de notre religion. Nous avons constaté que l'État de Côte d'Ivoire fait tout pour que le Hajj se déroule très bien pour chacun des pèlerins. Mais aussi, nous avons une représentation diplomatique à travers le consulat de Côte d'Ivoire à Djeddah, qui a pris toutes les dispositions depuis plusieurs années pour que les Ivoiriens fassent de façon correcte leur pèlerinage. Nous avons aussi des partenaires saoudiens qui sont quasiment devenus des Ivoiriens, tellement ils sont impliqués dans tout ce qui touche à notre pays. Il s'agit des hébergeurs, il s'agit de ceux qui les nourrissent, il s'agit de ceux qui les transportent. Voilà, merci, on va faire un tour de table. Ça veut dire que tout est clair pour que les pèlerins ivoiriens passent un très bon séjour comme les années antérieures. Alors un tour de table par rapport à ce que le ministre a dit, pour vous qui chaque année avez la chance de voir ce qui se passe là-bas en termes d'infrastructure, en termes d'installation, en tout cas en termes d'accueil pour le pèlerin ivoirien. Oui, mais avant, je voudrais quand même faire une invite. Il y a l'enthousiasme, certes, par rapport à cette annonce, mais une invite à la prière et au doigt. Parce qu'il faut bien savoir que c'est là qui décide. Les mesures, les restrictions qui ont été faites
faut bien savoir qu'elle était faite en lien avec la pandémie du Covid. Malheureusement, la pandémie n'est pas encore morte en griffe. Il y a même des urgences par moment, donc il faut prier Dieu que les choses, la dynamique soit vraiment vers la fin de la pandémie. Inch'Allah. Voilà, pas oublier quand même qu'en 2020, je crois, des mesures avaient été annoncées et puis après, il était obligé de revenir dessus. Donc prions. Les intentions, ce qui a été dit, ce sont des bonnes intentions saoudiennes, mais il faut faire en sorte, il faut prier pour qu'effectivement, Allah mette la baraka dedans, pour que la pandémie soit vaincue, pour ne pas qu'il y ait des revirements. Inch'Allah. Sur la question, je vais quand même me prononcer sur la question du planning rapidement. 30 secondes, on va ne passer à mettre parce qu'on va passer au deuxième sujet. Je trouve que la proposition de Nouroudine, elle est pertinente, elle a de l'intérêt. Mais bon, il ne faut pas aussi être niais, penser qu'elle peut s'opérationnaliser aussi facilement. Enregistrer toute l'année avec la demande qui est croissante aujourd'hui. En tout cas, la demande est très forte. Hein. Très forte. C'est-à-dire en 3 mois d'enregistrement, on reçoit des gens appels pourraient projeter dans 5 ans ou 6 ans, ce qui ne correspond pas forcément à leur attente ou à leurs besoins. Mais c'est une proposition qui mérite d'être étudiée, surtout dans les conditions avec lesquelles on pourrait la mettre en œuvre. Inch'Allah. Voilà. Maintenant, pour finir, sur l'organisation de 2023, il y a un séminaire bilan, je l'ai dit tantôt. C'est vrai qu'il y a eu quelques remous à la dernière édition. Je pense que tous les acteurs en sont conscients. Et surtout qu'on a une expérience qui parle pour nous, pour dire que ce qui est arrivé l'année dernière en termes d'imperfection par moment, c'est vraiment une exception par rapport à tout ce qu'on a connu des années antérieures. On peut donc s'autoriser à croire que tirant profit de ce bilan qui a été fait, et tirant de l'expérience qu'on a connue l'année dernière également, et tenant compte de toute la volonté de l'État, on peut vraiment espérer que 2023 sera une excellente édition. En tout cas, nous l'espérons. Inch'Allah, nous l'espérons. Maître Camara, en 30 secondes. Bon, je pense la même chose. Hein. Je dis simplement qu'il y a une plus grande implication du ministre, comme vous avez eu le temps de le voir. Il a conduit lui-même la délégation jusqu'en Arabie Saoudite. Ça lui donne, en tant qu'autorité tutrice donc, de l'organisation globale du Hajj, ça lui donne une plus grande vision. Ça lui donne voilà, une meilleure visibilité. Je dirais ça lui donne une meilleure compréhension. Quand on est en charge de la sécurité, c'est vrai qu'on est plus préoccupé par beaucoup d'autres éléments, mais le fait d'avoir fait ce déplacement lui donne une meilleure visibilité et certainement, j'en suis convaincu, il contribuera forcément, en tout cas il donnera ses hautes instructions pour que l'organisation qui sera mise en place ne soit pas vraiment en deçà de ce qui nous a permis d'arriver au niveau où nous sommes si nous ne faisons mieux. Donc sur cette question, je suis totalement confiant. Inch'Allah. Sermé. D'accord, mais je voulais aussi partager cet optimisme, mais en même temps, je l'ai dit ici au cours d'une précédente émission, l'année dernière, on a enregistré des couacs, ça a été dit. On est dans une dynamique de rassurer la communauté et les futurs pèlerins. Et la direction générale a annoncé par exemple une enquête l'année dernière. Cette enquête dont les résultats ne sont pas encore connus, je pense que le faire savoir à la communauté, à la population, va davantage rassurer cette population qui est intéressée par le Hajj. Aujourd'hui, dans la foulée de cette mission qui est menée par le ministre de l'Intérieur pour mieux s'imprégner du processus d'organisation en vue d'offrir toujours, comme les années antérieures, une meilleure organisation à la communauté musulmane et aux pèlerins. Je pense que ce sont des éléments qui vont davantage rassurer. Inch'Allah. Merci, monsieur. On aura toujours l'occasion de parler du Hajj parce que merci également au grand frère Yves Zogo Junior qui nous a permis d'avoir le ministre Vagondo hier à la prière de la Grande Mosquée. Il nous promet une grande émission ici à la télévision Al-Bayan. Nous l'espérons bien dans quelques jours. On va passer rapidement au deuxième sujet. C'est le procès de l'attentat terroriste de Grand Bassam. Que peut-on retenir? On va sur cet élément de Yacoub Koné. Un dimanche dont le soleil a été plus brûlant sur Abidjan. Le 13 mars 2016, alors que les Abidjanais, comme d'habitude, évacuent la fatigue accumulée la semaine sur la plage de Grand Bassam, 3 hommes armés de Kalachnikov surgissent de nulle part et ouvrent le feu. Le bilan est très lourd. 19 innocents sont froidement tués. Les forces de l'ordre se mettent en branle 45 minutes plus tard et abattent les 3 assaillants.
Mais l'opération coûte la vie à 3 d'entre eux. Une journée sombre qui ne quittera pas de sitôt la mémoire des Ivoiriens. Ça nous a attristés. Ça nous a fait énormément de peine. Je me rappelle encore qu'il y a eu un carnage. Les gens ne s'attendaient pas vraiment à ça. Ils sont partis les surprendre et puis ils ont trouvé la mort. Donc c'est triste. C'est vraiment triste. Avec les images qu'on a vues, vraiment c'était un peu difficile. Avec la débandade, la panique. Nous tous, même étant à Abidjan ici, on a eu peur. Parce qu'on se disait que d'un moment à l'autre, ça pouvait vraiment quelque chose pourrait se passer ici. Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'attentat a été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. L'organisation terroriste présente l'acte comme des représailles aux opérations antiterroristes françaises Serval au Mali, puis Barkhane au Sahel, mais aussi à l'encontre de la Côte d'Ivoire, accusée d'avoir livré des membres d'AQMI aux autorités maliennes. 18 personnes ont été inculpées et envoyées devant la justice ivoirienne. Du 30 novembre au 28 décembre 2022, 4 ont comparu et les autres jugés par contumace. Une centaine de témoins ont été entendus sur l'affaire. Au terme du procès, le tribunal criminel d'Abidjan a condamné à perpétuité 11 accusés et les 7 autres ont été acquittés. Une décision saluée par la majorité des Ivoiriens. Je trouve que c'est déjà une bonne chose que justice soit faite pour les différentes victimes qui pourront passer à autre chose, avancer. Et j'espère que c'est quelque chose qui va rester dans les mémoires, de telle sorte à ce que ce soit un événement qui ne se reproduit plus. On ne peut pas ôter la mort d'innocentes personnes sans conséquence. Ça va servir de leçon, il faut que ça serve de leçon. La partie défenderesse a décidé d'interjeter appel de la décision rendue pour les 4 comparus. La décision connaîtra un changement. Réponse les jours à venir. Voilà, élément signé Yacoub Koné. Avant de revenir à Maître, parce que Maître faisait partie la partie civile de ce procès. Il a fait même une déclaration fracassante que je vais vous lire tout à l'heure. Mais avant, chaque fois quand ces choses-là se passent, on n'a jamais cru que ça allait venir dans notre pays. Et puis malheureusement, notre religion est toujours mise au banc des accusés. C'est pourquoi Maître a fait cette déclaration fracassante au palais de la justice. Alors, un mot sur ce qui s'est passé il y a près de 8 ans ici en Côte d'Ivoire, précisément à Grand-Massam. Bon, c'est clair que c'est un drame qui a été vécu dans la chair par tous les Ivoiriens et qui nous a interpellés. C'est un drame qui nous a montré qu'on n'est pas à l'abri et qu'on n'est pas infaillible et que nous devons aussi nous mobiliser solidairement avec l'ensemble des pays de la sous-région pour faire face à ce fléau. Maintenant, si je peux aborder sur le procès, je voudrais quand même féliciter de ce que le procès ait eu lieu. Je pense que ça met à l'actif de la justice ivoirienne, surtout que ce procès, je l'imagine, n'était pas facile. Vous imaginez que cela nécessitait nécessairement une collaboration transfrontalière. Des gens sont venus d'ailleurs. Il faudra même savoir qu'un des cerveaux a été arrêté au Mali. Donc certainement que l'instruction de ce procès a nécessité un certain nombre de collaborations à différents niveaux. Et je ne parle pas également du coût. Donc il faut se féliciter de ce procès qui a lieu. Mais j'avoue que malheureusement, moi je suis un peu resté sur ma faim. Excusez-moi, dès que Maître Camara nous donnera des éléments pour nous appeler ce point de vue, on a un peu le sentiment que ce sont juste les seconds couteaux, entre guillemets, qui ont été épinglés, hormis les 3 personnes qui ont été abattues sur le théâtre des opérations, mais tous ceux qui ont été condamnés, semble-t-il, étaient beaucoup plus des soutiens logistiques ou autres à l'attaque. Selon une certaine opinion, leur lien avec les événements n'est pas, je veux dire, indiscutablement avéré. Nous, j'aurais dit que le procès aurait eu beaucoup plus de retentissement si des personnes de premier niveau avaient été... Et tous sont en fuite Oui, mais malheureusement, même le cerveau, Koutandala,
il semblerait qu'il soit sorti même par l'aéroport, mais c'est un autre paire de manches. Mais je veux dire que sur 14, ou plus de 14 prévenus, il y a 4 seulement qui étaient présents et qui ont été condamnés. Et de ce point de vue-là, j'avoue que je suis un peu resté sur ma faim. Parce que pour moi, tous ceux qui ont fait un tel acte, ils doivent être retrouvés, être punis par la justice. Il faut les trouver où qu'ils se trouvent, quitte à mettre en contribution l'ensemble de la police, l'ensemble des polices de la sous-région. Non, mais je pense que c'est déjà un pas. C'est déjà un pas que ce procès ait lieu et qu'il y ait des sanctions qui soient prises. Le plus important, il a dit, la délicatesse de l'instruction faisait que on n'a plus le temps pour pouvoir organiser ce procès et dire que ce sont les seconds couteaux. Je ne pense pas, parce que regardez la durée de l'instruction. Je ne pense pas que ces juges qui ont prononcé n'avaient pas d'éléments refutables pour présenter l'implication. L'avocat de la partie adverse a demandé je crois l'acquittement. Je crois, j'ai lu ça quelque part également, qu'il n'y avait pas d'éléments tangibles selon lui. Non, et puis, excuse-moi, mais pour un tel procès, tu imagines bien qu'on ne peut pas sortir de ce procès sans qu'il y ait des condamnations. Oui. À la limite, est-ce que parce qu'il fallait nécessairement trouver des coupables, des condamnés, pas que je le défende, mais je veux dire que le niveau d'implication dans ce fait-là, par rapport à la condamnation, mais surtout par rapport au fait qu'on n'a pas pu trouver un seul acteur avéré dans ce procès-là, me laisse sur ma faim. Voilà, parce que pour moi, il faut les trouver, où qu'ils se trouvent, voilà, pour que véritablement la justice soit faite. Rassurez-vous, de toutes les façons, je pense que la justice, dans la foulée, a décerné un mandat d'arrêt international, donc du coup, toujours. Et la décision est déjà prise, la condamnation est déjà prise, et toutefois que ces personnes vont se faire prendre, justement, vont subir cette rigueur de la loi. Mais déjà, ceux qui on a pu mettre la main, on juge ces personnes et puis on condamne ces personnes pour lancer un message très fort à l'endroit de tous ceux qui seraient tentés dans cette mauvaise aventure. Vous l'avez dit, justement, la leçon qu'on tire de cette situation, nul n'est à l'abri donc de cette situation, ça n'arrive pas qu'aux autres, d'où la synergie d'action qui est très nécessaire entre les pays. Mais ça semble c'est difficile entre les pays. On sent que ça ne communique pas bien entre les pays. En termes de renseignement, les pays de la sous-région, c'est difficile. Ça c'est vous qui le dites, vous qui le dites, mais je pense que, vous savez, le renseignement... J'ai lu ça quelque part dans des dépêches quand même. Oui, mais on ne vient pas étaler tout ce que... En matière de renseignement, c'est pas aussi... Vous venez étaler sur la place publique, mais je pense qu'il y a une coopération quand même entre les différents pays, et c'est justement ce qui nous a permis d'aboutir à ce résultat. Inch'Allah. Maître, vous avez dit, pour la première fois, cette île écriée, on tuait au nom de la religion en Côte d'Ivoire. On tient au nom de la remise en cause du modèle de société que nous avons choisi. Des individus ôtaient la vie à leurs semblables au nom d'une prétendue idéologie, lisant des versets, etc. etc. C'est un article de Le Monde. Pourquoi vous vous êtes intéressé autant à ce procès? Et puis un commentaire, étant un technicien même de ce domaine. D'accord, je vous remercie. Je voudrais faire comprendre que en la matière, il faut déjà féliciter l'État de Côte d'Ivoire à travers sa justice d'avoir réussi à boucler le puzzle, savoir où les choses sont parties, comment ça a été fait progressivement, pour savoir quel était le mécanisme qui avait été mis en place pour faire ce qu'ils ont fait. Ça nous a permis d'arriver à la tenue d'un procès. Ça aurait pu être tellement éparse que finalement, on ne sait même pas par quel bout tenir l'accusation. On a déjà réussi à faire, c'est déjà un pas, premièrement. Deuxièmement, ce procès a été un procès, de mon point de vue, équitable. Je vous dirai pourquoi. Parce que si l'objectif était simplement de condamner pour condamner, j'ai la possibilité de condamner 18 personnes, je ne cherche pas, je frappe dans le tas et puis j'avance. Mais non. Non, justement, c'est-à-dire qu'au cours de cette procédure, il y a des personnes qui ont été acquittées. Parce que la justice a estimé qu'elle n'avait pas d'éléments factuels, d'éléments suffisamment corroborants contre ces personnes-là pour entrer en voie de condamnation contre elles. Voilà. Et donc, maintenant, ce qu'on qualifie de second couteau, les 4.
ce qu'on qualifie de second couteau, ce qu'on doit savoir, c'est que dans une affaire, vous avez les auteurs, vous avez les co-auteurs, vous avez les complices. Mais la loi dit que tous ceux-là, ils sont condamnés au même degré. Donc, le complice là, il a la même sanction que l'auteur principal de l'acte parce que justement, il a fourni les moyens, il a fourni le renseignement, il a fourni les éléments nécessaires à la commission de l'infraction. Donc, c'est quoi on appelle second couteau? Quand on a rapporté la preuve que les personnes qui sont là ont pris part. Mais peut-être qu'on me dit non, le principal commanditaire n'est pas là. Le présumé, on va dire même. Voilà, le présumé commanditaire n'est pas présent. Mais ce que vous occultez, c'est que les acteurs principaux ont été abattus sur le champ. 3. Voilà, donc on dit, les acteurs principaux ont été abattus sur le terrain. Et là, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que lorsque nos forces de l'ordre ont tiré sur l'un d'entre eux qu'il était agonisant, enfin, qu'il était blessé, qu'il ne pouvait plus se déplacer, ce sont ses propres collègues qui l'ont achevé. Ce sont ses propres collègues qui l'ont achevé. Parce qu'ils sont venus là pour mourir. Donc, on a eu sur place 3. Il y a 4 qui avaient apporté l'aide logistique qui ont été condamnés. Ceux qu'on a considérés à un moment ou à un autre qui n'ont rien fait ont été acquittés. Donc, moi, je suis surpris que, je vais dire, le travail continue. Il y a peut-être des acteurs plus importants, le travail continue, mais il faut déjà se féliciter que ce procès ait pu se tenir, qu'on ait pu entrer en voie de condamnation contre ces personnes-là, parce que les preuves matérielles ont été rapportées de leur implication effective dans ces attentats, et que justement la justice se soit prononcée clairement en disant ceux-là, ils n'ont rien fait, ils sont acquittés, ceux-là, ils ne sont pas là, je les condamne de telle manière, et puis ceux-là, je considère que j'ai des éléments factuels suffisants pour entrer en voie de condamnation contre eux. Il y a eu un appel, je crois l'appel, c'est 20 jours, c'est ça 20 jours. Oui, c'est-à-dire que ce que vous devez savoir, c'est que, je fais vite, en la matière, dans notre façon de faire, dès lors que ton client a été condamné à la peine maximale, le principe même, c'est d'aller devant les juridictions des juridictions pour reformer la décision qui a été rendue. Parce que le pire qu'il risque, quelqu'un qui a été condamné à perpétuité, si je fais appel, le pire qu'il risque, c'est qu'on dise que on a confirmé la décision, la première décision. Donc, s'il n'avait pas fait appel, c'est ça même qui devait nous étonner. Donc, le fait qu'il fasse appel n'est pas une difficulté. Au contraire, c'est dans l'ordre normal des choses. Inch'Allah, on va écouter Nourdine, son point de vue sur cet élément. Alors, concernant le jugement pour l'attentat de Bassam, il faut déjà saluer cette attitude responsable de l'État de Côte d'Ivoire, cette démonstration de force qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de faire des enquêtes fouillinées et de mettre la main sur les auteurs indirects ou directs de cet attentat. Je pense que c'est une grande première en Afrique. Et là, la Côte d'Ivoire montre qu'elle a plutôt les moyens de faire face, de répondre à la menace terroriste. Et je pense que c'est un signal assez fort qui permet de comprendre que quiconque s'aventurerait à vouloir commettre ce genre d'acte en Côte d'Ivoire sera rattrapé partout où elle se situe. Et je pense que en termes de sécurité, cela rassure à la fois les Ivoiriens, cela rassure, et je pense que tous nos partenaires pour comprendre que la Côte d'Ivoire aussi a les moyens de faire face à cette menace terroriste. Deuxième. Voilà, merci Nourdine. On lui souhaite un bon voyage du côté de la maman et un coucou à la maman depuis où il est. Alors, un tour de table avant de passer au troisième sujet. Le défi maintenant, le défi sécurité existe, mais au sein de notre communauté, nos autorités religieuses n'ont plus position. Il faut les accompagner.
Absolument, il faut les accompagner parce que c'est l'islam qui a été stigmatisé dans cette affaire. À chaque fois qu'il y a de tels actes, on essaie de les coller à l'image de l'islam. Et je pense que nos autorités, du point de vue religieux, ont toujours pris position pour dénoncer cette façon de voir et de comprendre les choses et toujours montrer que l'islam est une religion de paix. Et vous l'avez dit tout à l'heure dans les extraits du propos de Maître qui l'a démontré avec des versets coraniques pour montrer que l'islam n'est pas une religion de barbarie. Donc c'est une religion de paix qui prend la paix et la cohésion sociale. Donc c'est ce qu'il faut retenir et en même temps demander que nous coopérons avec tous ceux qui ont en charge notre sécurité. C'est extrêmement important. Personne ne croyait en ce moment que nous allons être attaqués de cette façon. Mais comme je l'ai dit, ça n'arrive pas qu'aux autres et les forces de l'autre à elles seules ne pourront pas assurer totalement notre sécurité si on ne coopère pas pour transmettre d'une façon ou d'une autre les informations que nous avons sur des suspects ou bien des mouvements suspects que nous aurons constatés dans notre environnement. Inch'Allah, dans cette mouvance, le Cheikh, dans ses nombreuses tournées, vous y étiez, c'est le même langage, même l'ancien Cheikh défunt Aboubakar Fofana a pris position. Ça veut dire qu'on doit accompagner nos guides religieux et également étatiques dans ce combat contre cette nébuleuse. Absolument. Je pense que l'État, déjà, depuis cet attentat-là, déploie les moyens qu'il peut avec la création de l'Institut de lutte contre le terrorisme à Jarville, mais également tout le plan qui est développé dans le Nord pour parer à d'autres agressions de ce type. Mais par rapport au chef, par rapport à la communauté, évidemment, avec... Je veux dire, l'amalgame est vite fait par moment entre musulmans et terroristes. C'est ça. Dès lors, il est de la responsabilité du chèque, il en a pris conscience et il ne rate aucune occasion à chacun de se tourner, d'en parler pour deux raisons. Premièrement, il interpelle tout le monde pour dire que la responsabilité sécurité est une responsabilité citoyenne. C'est de notre contribution en tant que citoyens d'aider l'État à faire face au terrorisme en aidant au renseignement. C'est très important. Et puis également, il ne manque pas l'occasion de sensibiliser pour marquer la démarcation nette, comme mes camarades s'est bien noté dans son procès, pour dire que cet acte-là n'est pas de l'islam tel que nous le concevons. Le terrorisme-là, il ne fait pas partie de notre héritage, ni culturel, ni scientifique, par rapport à notre compréhension, n'est-ce pas, de l'islam et par rapport à notre pratique. Le cheikh, à chacun de tournées, il met en évidence que depuis près d'un siècle, les musulmans vivent dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire avec les autres communautés sans qu'il n'y ait eu de heurts historiques majeurs. Donc, quelqu'un d'autre, sachant surtout que tous ces acteurs qui ont été pris viennent de l'étranger, quelqu'un d'autre ne peut pas venir de l'étranger et puis venir nous dire et dire aux autres que voilà maintenant le nouvel islam que nous définissons et il faut être d'un esprit assez faible pour croire ça et s'engager. Donc, il interpelle la communauté à nous démarquer parce que nous, on a plus un modèle à promouvoir. C'est le modèle du respect mutuel, de la cohésion pacifique, et c'est le modèle de la paix entre les différentes, le modèle de la paix et de la cohésion entre les différentes communautés. Inch'Allah. Maître Camara. Oui, je voudrais que les musulmans de Côte d'Ivoire sachent que cette attaque terroriste était une attaque contre eux. C'est une attaque contre leur mode de vie. C'est une attaque contre la Côte d'Ivoire qu'ils habitent, dont ils sont pour la plupart ressortissants. Ils doivent, en toutes circonstances, contribuer à faire échec à ceux qui sont venus, qui veulent mettre en cause leur modèle de société basé sur l'islam du juste milieu, l'islam de la coexistence pacifique, l'islam de la cohésion nationale. Ils doivent contribuer à mettre fin à ça. C'est pour cela qu'il était important que nous puissions porter ce message à l'endroit de tous, pour faire comprendre clairement que ceux qui ont agi, ils n'ont pas agi au nom des musulmans de Côte d'Ivoire. C'est des criminels qui ont agi pour des intérêts totalement opposés aux intérêts de l'islam et des musulmans. Cela dit, je voudrais que on puisse continuer la formation, parce que c'est le terrorisme a pour terreau fertile l'ignorance et la pauvreté. Voilà les deux aspects.
l'ignorance et la pauvreté. Continuer la formation, et ça c'est le rôle de nos guides religieux, donner les arguments qu'il faut, former les gens tels qu'il se doit. Mais également la lutte contre la pauvreté, ça c'est le rôle du gouvernement. Il y fait déjà quelque chose, mais il faut qu'il puisse faire mieux, parce que justement le terrorisme se nourrit de ces deux éléments. Les autorités religieuses doivent former, doivent éduquer, doivent sensibiliser, donner la bonne expression, donner ce qu'il faut. Et les autorités politiques et administratives doivent mettre en place des mécanismes pour lutter efficacement contre la pauvreté, particulièrement dans les zones endémiques qui peuvent constituer des terreaux fertiles pour des recrutements. Inch'Allah. En tout cas, Al-Bayan également participe à cet effort-là, la radio comme la télé, dans sa manière de faire passer le message de nos guides religieux et de nos autorités. On va passer rapidement au troisième sujet, il nous reste 9 minutes. Ce sont les accidents de route en Afrique. Le Sénégal a endeuillé cette semaine avec 40 morts. On va écouter le Premier ministre sénégalais dans cet élément. Le ministre en charge des Finances, le ministre en charge des Transports et le ministre en charge du Commerce de soumettre dans les 15 jours un projet de texte interdisant l'importation des pneus usagés ou pneus d'occasion. Le ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports de prendre dans les 72 heures un arrêté interministériel portant interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin. À Sendou, à Kifrine, 40 morts a réveillé tout un pays, notamment le président Macky Sall, avec ses ministres. Vous avez vu tout à l'heure cette conférence de presse, des mesures ont été prises, 40 morts. Au Kenya, il y avait eu 30 morts. En Égypte, il y avait eu 25 morts. Chez nous, en Côte d'Ivoire, 14 morts. Il faut faire quelque chose. Dans une tribune de Emmanuel Bonnet, il dit « Les accidents de la route en Côte d'Ivoire, une question de santé publique majeure, mais négligée. » Qu'est-ce qu'il faut faire? Le conseil est clair, la route tue. La route tue de façon épidémique, la route tue massivement, et beaucoup plus en Afrique qu'ailleurs, selon un certain nombre de statistiques. La route tue au moins 2 fois plus en Afrique qu'ailleurs. Ça devient véritablement une épidémie. De mon point de vue, il y a 3 aspects à prendre en compte. Il y a l'infrastructure routière, la qualité des routes, la qualité du système de signalisation routière. Il y a également la monture elle-même, nos véhicules, qui ne sont pas toujours en bon état de circulation, parce que quelque part, le contrôle technique ne se fait pas dans les normes, avec la corruption aidant. Et puis, il y a également l'homme lui-même. Les éléments montrent qu'à plus de 80%, l'élément le plus mis en cause dans les accidents, c'est le fait de l'homme. L'inattention, la malformation. Mais quand vous prenez le dernier cas, Yamoussoukro, c'est pratiquement, c'est pas dû à l'infrastructure routière. Il y a eu même, c'est beaucoup moins dû au véhicule, mais c'est beaucoup plus dû à l'homme, à l'individu qui a, selon les rapports, qui a dû faire un mauvais dépassement pour croiser frontalement un autre véhicule. Donc, je pense à partir de ce moment-là qu'il y a 3 mesures à faire. Évidemment, c'est de renforcer la qualité de nos routes, mais surtout la qualité de la signalisation. Parce qu'il y a des routes où la signalisation fait défaut. Quand vous partez à Bassam la nuit, les bandes ne sont plus visibles. Et quand vous prenez l'ancienne route notamment, les bandes blanches ne sont plus visibles. Mais la semaine dernière, il y a eu un accident grave. Ce sont des éléments importants de la signalisation routière, surtout pendant la conduite de nuit. Donc il faut vraiment renforcer la signalisation routière. Et puis également, quand vous voyez, j'ai vu une fois les chiffres, mais c'est ahurissant sur les visites techniques. Il y a moins du tiers de parcs autour d'Abidjan qui va normalement aux visites techniques. Moins du tiers. C'est ahurissant, c'est incroyable. Et puis évidemment la formation, mais surtout la sanction. Inch'Allah. Moi je suis pleinement d'accord pour le permis à point et j'attends vivement qu'il soit mis en œuvre. En tout cas, il y a un de mes confrères qui a tellement eu de SMS lui disant dans les pays... le phénomène des motos. Évidemment, le gouvernement a pris un décret pour rendre obligatoire le permis A et l'assurance pour les motos. Mais vous imaginez des gens qui payent des motos, les jeunes là, pour les raisons de
comment on appelle ça, les rétroviseurs. Oui. Il enlève carrément ou il les rapate, alors que le rétroviseur, il a une importance importante au niveau de la visibilité pendant la conduite. Ça, c'est ce que j'ai vu ça à Boaké, Sermé. Oui, je pense que... il nous reste 4 minutes. Oui, nos autorités ont pris donc la mesure de la situation. Vous avez cité tout à l'heure quelqu'un qui parlait de santé publique négligée. Je ne suis pas totalement d'accord. C'est une tribune. Hein, oui, des efforts sont faits, il faut le reconnaître. Même pas plus tard qu'avant-hier en Côte d'Ivoire, il y a eu une réunion du Conseil de sécurité où le chef de l'État a exhorté le Premier ministre et son gouvernement, notamment le ministre des Transports, à accélérer la mise en place donc, de la stratégie nationale de la sécurité routière. Et là, il a dit, il y a 10 ans en arrière, quand on regardait les statistiques, les accidents de route en Côte d'Ivoire étaient dus à un peu plus de 90% à l'état de route. Mais aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, ce n'est plus d'actualité, mais c'est plutôt des facteurs humains. Il a dit, et il a été également avec des exemples plus précis. Cette année, les sapeurs-pompiers ont déjà produit leur rapport de 2022 qui révèle qu'il y a eu 820 morts en 2022 après les interventions ou au cours des interventions pour lesquelles le groupement des sapeurs-pompiers militaires a été sollicité. Donc sur ce chiffre, il y a la plupart qui est liée donc aux accidents de la circulation, pour dire que c'est un phénomène extrêmement important. Mais moi, ce qui m'intéresse, et ce sur quoi je voulais insister, ce sont des mesures qui ont été prises par le Sénégal, par exemple, qui décide de décréter de façon gratuite donc, les visites techniques. À Dakar, par exemple, donc à la suite donc, de ce drame, désormais, donc, les visites techniques sont gratuites. Ça, c'est une mesure qui a été prise pour le Sénégal. Je pense que ce sont des mesures qui peuvent aider parce que ça coûte cher aussi. C'est une raison pour les uns et les autres donc, de ne pas faire les visites techniques qui pourrait être une des raisons, il faut nuancer. Et il y a également le fait que la limite d'utilisation des véhicules soit ramenée à 10 pour les véhicules de transport même les de pneus personnes. Également, les pneus importés. Oui, et 15 pour les transports de marchandises. En Côte d'Ivoire, quand ça a été limité, voyez-vous, cette mesure avait soulevé beaucoup de boucliers, etc. Tout ça. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de nous accommoder à cette façon de faire d'utilisation des véhicules neufs. Inch'Allah, maître, on va terminer avec vous, pour votre point de vue. Bon, je pense que d'abord c'est très très malheureux de voir qu'autant de personnes puissent mourir sur la route, surtout qu'il s'agit, le cas d'espèce, c'était véritablement un problème humain, oui. En tout cas pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que même les déclarations du ministère des Transports, on est obligé de préciser que celui même qui est responsable, sa compagnie aura tel problème, parce que c'est-à-dire que sa responsabilité était évidente au regard donc des premiers éléments de l'enquête. C'est pour cela que moi je mets plutôt l'accent, en plus de tout ce qui a été dit, les infrastructures, ça on peut indexer le gouvernement. Le contrôle technique des véhicules, etc., mettre en place un mécanisme plus rigoureux. Moi, je voulais mettre l'accent sur 2 points rapidement. Le premier, c'est la formation des conducteurs. La formation des conducteurs. C'est qu'on pense que se mettre simplement au volant, pouvoir conduire, ça suffit. Ça ne doit plus suffire. C'est-à-dire qu'il doit être à mesure de diagnostiquer un certain nombre d'éléments sur la voiture qui l'oblige à s'arrêter. Il faut vraiment que les conducteurs soient bien formés, premièrement. Le deuxième point, c'est vraiment l'incivisme. On n'est pas tolérant en voiture. On n'est pas tolérant. Et aujourd'hui, les autres acteurs de la route, que sont des véhicules de très petite taille, les motos, ont l'impression, c'est-à-dire que les véhicules de très petite taille et les tricycles qui sont des véhicules hybrides entre voitures et motos, mais qui veulent se comporter comme des motos alors que leur gabarit est celui, par exemple, d'une voiture. Tous ces aspects-là font que dès lors qu'ils n'ont pas la formation suffisante,
ça ne peut que créer des problèmes. Donc moi, je veux, en m'associant bien entendu à ce qui a été dit, qu'on mette l'accent sur véritablement la formation de ces conducteurs-là, mais également mettre en place un mécanisme pour le civisme, qu'ils puissent l'intégrer et qu'on puisse éviter ce genre de drame. Inch'Allah. Merci beaucoup, Maître Camara. Merci à Eladj Sendou Bakayoko. Merci à Sermé Lassina. On va... Eladj Sermé Lassina. Merci à toute l'équipe technique, à l'équipe éditoriale qui ont préparé cette émission Point Hebdo de ce samedi 14 janvier 2023. Rendez-vous est pris pour le samedi prochain. Wa akri da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.